c'est parti avec le dossier du soir. Mesdames et messieurs, Patrice Lola, c'est notre invité aujourd'hui. Patrice Lola, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation des TD50 de Pitié Nationale Elie de la Chuapa, mais beaucoup plus intéressé par la matière éducative. Aujourd'hui, la RDC n'a pas été épargnée par la Covid-19 qui a tout chamboulé. Eh bien, le calendrier scolaire a été perturbé. Les élèves ont organisé, se sont présentés pour prendre part aux examens d'État. Les élèves de la primaire, à leur tour, ont réalisé le TENAFEP. On ne pouvait pas y croire, c'est arrivé. Félicitations au gouvernement et au ministre Willy Bakonga. Mais le dur reste à faire, c'est la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Cette année a été bouleversée. Et est-ce que ça sera facile? On va en parler avec vous. Mais d'abord, cette question. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes député national, vous êtes en vacances parlementaires, vous n'êtes pas parti dans votre fief électoral. Il est vrai que je ne suis pas parti en vacances parlementaires. Je crois dans les émissions passées, je l'ai dit ici. Et je crois, lorsque vous avez pris la parole, vous avez parlé de Covid-19. C'est une pandémie qui a des effets non seulement sanitaires sur la vie du pays, mais aussi économiques. Ça ne nous a pas permis d'aller partager les peines, la vie avec nos électeurs, physiquement, mais en esprit. Nous autres, nous sommes des villageois, nous vivons avec et nous savons comment ils vivent. Et depuis qu'on a quitté les villages pour venir rester ici, jusqu'alors, il n'y a pas de modifications importantes qui peut nous amener à dire qu'il y a des changements, ainsi de suite. Nous savons que nos bases restent dans l'état où nous avons laissé. La rentrée scolaire, la rentrée parlementaire, c'est pour bientôt. Ça sera pour le 15 septembre, où les députés nationaux devront donc retrouver le chemin du Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire. Beaucoup de matière. Attends, cette session sera une session purement budgétaire, mais beaucoup de dossiers politiques. Oui, bon, il peut y avoir beaucoup de dossiers, mais les dossiers seront connus une fois que la conférence des présidents sera, d'abord, une fois que la session sera ouverte, parce qu'elle sera ouverte par la loi les 15, et après les 15, il va falloir plaire à l'autorité compétente, qui est Madame Présidente, de pouvoir convoquer la conférence des présidents pour essayer de voter l'ordre du jour. Je ne peux pas prétendre dire que la matière sera abondante, parce que la matière, c'est celle qui sera adoptée d'abord par la conférence des présidents et validé par la plénière. Il peut y avoir plusieurs matières telles que nous entendons parler des autres, mais pour nous, députés ou sénateurs, pour nous, la matière, c'est celle qui sera figurée à l'ordre du jour. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Lola. Cette fois-ci, nous allons aborder cette question, cette problématique de la rentrée scolaire 2020-2021. Est-ce que cette rentrée scolaire sera réellement effective? Oui, mais avant d'aborder cette question, M. Crispin, permettez que je puisse m'acquitter d'une obligation civique, c'est celle de féliciter les chefs de l'État du fait que l'année qui vient de s'écouler a touché à sa fin. Parce que ça n'a pas été chose facile. Et nous avons suivi dans d'autres pays, il y a eu les années blanches. Certains pays ont dit aller comme nous terminer l'année scolaire, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu son engagement, il a fallu qu'il puisse s'investir avec son gouvernement pour nous amener là où nous en sommes. C'est pourquoi vraiment nous jetons des fleurs au ministre Willy Bakonga, parce que c'est lui le pilote de ces bateaux, et avec tout son ministère, ainsi que les partenaires qui ont pensé à ce que nous puissions atterrir
dans les conditions que tout le monde connaît, bien qu'il y a eu des choses qui d'un moment à l'autre faisaient que les gens puissent croire comme si on ne va pas aller à la fin. Oui, félicitations, oui, mais est-ce que la qualité de l'enseignement n'a pas été entamée par le fait que les enfants n'ont pas étudié normalement sur le plan psychique? Les enfants ont été touchés mentalement avec la Covid. Oui, on organise les enseignements durant 1 mois et puis les examens. Ça paraît comme une fuite en avant. Oui. Il y a quelques mois passés, je vous disais, la question relative à la qualité de l'enseignement, c'est une question importante. Mais bien souvent, c'est quand je viens pour une émission, vous abordez cette matière. Parce que cette matière nécessite qu'on ait un peu de temps, parce qu'il faut l'expliquer abondamment et pouvoir présenter tout ce qui est lié pour que nous puissions parler de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais je voudrais préciser ceci. La loi détermine la durée d'une année scolaire. Je crois que c'est partant de cela qu'on dit non, ils n'ont pas achevé l'année ou bien ils n'ont pas bien étudié. Tout simplement parce que la loi dit minimum 180, maximum 220. Alors, si vous prenez, quand la loi dit 180, la loi ne dit pas, lorsqu'il y a les conditions difficiles, nous allons pendant 180 jours. Ça, c'est la durée prévue au temps normal. Mais moi, je vais illustrer un exemple pratique. Ici, nous ne sommes pas dans les théories, nous sommes dans les vécus des Congolais. Si vous prenez chez nous, Grand Équateur, où nous prenons la Tchouapa, dans mon territoire de Bokungu, durant toute l'année scolaire, combien de fois il pleut chez nous la journée? Et là, si on peut recourir à ceux qui s'occupent dans les sciences et les géographies, ainsi de suite, il peut nous donner le nombre de jours. Alors, ces jours-là, est-ce que pendant l'année scolaire normale, il y a les gens qui font l'inventaire des jours où les enfants n'ont pas été à l'école? Pour savoir, parce que moi je voudrais vous dire, il y a les périodes de pluie qui vont au-delà de 30 jours. Mais là, personne n'en fait un problème. Mais ici, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation de la pandémie où tout le monde a vu comment les fonctionnaires restaient à la maison et l'État demandait qu'ils soient payés, même pour les privés, mais pour les enfants, on dit non parce que la qualité est touchée. Mon frère, la qualité de l'enseignement dans notre pays est touchée depuis combien d'années? Voilà ma réponse pour la qualité. Je vous dis, depuis que l'enseignant a été abandonné, depuis que l'enseignant, son conditionnement n'a pas été bien tenu par l'État, on ne peut plus parler. Je vous avais dit ici, ce n'est pas encore le temps pour nous parler de la qualité. Et vous allez trouver, quand vous prenez les documents ou les règlements même, quand ici j'ai fait allusion à la stratégie de l'éducation, plan de la stratégie de l'éducation, où les experts de l'éducation de l'État, là on parle d'amélioration de la qualité. Tout simplement parce que tout le monde est conscient que la qualité a été touchée et il faut faire un effort pour remonter. C'est pourquoi le terme qui est employé, c'est amélioration. Mais quand les gens parlent tout simplement de la qualité, ça me fait craindre. Mais moi, je vous dis, je vous signale que la qualité a été affectée depuis très longtemps et que c'est maintenant, avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement depuis 2006, avec le coup de pouce que l'actuel président a donné pour majorer sensiblement les salaires des enseignants, que les enseignants commencent à se sentir un peu à l'aise. Mais je vous avais dit une fois ici, qui est enseignant aujourd'hui chez nous? J'étais chez vous ici.
Parce que les Français disent, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons les amis. Moi, je suis essentiellement enseignant. Je suis d'une formation pédagogique. Je connais les amis avec qui nous avons étudié. Mais les brillants, personne ne reste à l'enseignement. Je vais même vous illustrer certains exemples. J'ai dit ici, et dans notre commission, qu'il n'est pas encore temps qu'on puisse médiatiser nos enseignements, c'est-à-dire téléviser les enseignements, ce que vous appelez les classes télévisées. Mais pour moi, ça, ce sont les enseignements télévisés. Tout simplement parce que je craignais la majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enseignants, tout simplement parce que la majorité des enseignants qualifiés, compétents, ne sont plus au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Les enseignants qualifiés ont préféré aller dans les régies, ils ont préféré se faire des commerçants, soit de rester à la maison. Là, s'il faut passer par une enquête, vous allez constater qu'on n'a pas assez d'enseignants compétents. Parce que vous avez touché la question de la qualité. C'est pourquoi je me dis, avec le temps, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, je ne sais pas qui peut prétendre que la République puisse recourir à une justice de deux poids, deux mesures. Très bien. Aujourd'hui, excusez, les enfants des classes terminales viennent de passer les examens d'État et les TENAFEP. Alors, pourquoi encore hésiter pour dire quel sera le sort des enfants des classes montantes? C'est clair, ces enfants, moi je suis de la commission socio-culturelle où nous avons les professeurs d'université, mais nous ne devons pas suivre les pas des autres. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, ces enfants, ils doivent être délibérés en fonction des apprentissages qu'ils ont pu connaître pendant l'année, et que les gouvernements ou parfois les ministères, c'est de voir s'il est vrai qu'il faut encore un ajout de quelques jours, cette matière peut se reverser dans la classe montante. C'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le même endroit et dans le même temps. Alors, donc, c'est un processus. C'est un processus. Si il est attesté, oui, il faut ajouter. Vous savez, Christian, il y a des choses dans l'enseignement. L'état de l'enseignant aujourd'hui, s'il reste dans cet état, il n'est pas motivé. Moi, j'ai vu les enseignants qui s'enferment dans les salles de classe de 7h à 12h sans rien faire. Et vous risquez de compter ça comme les jours ouvrables. Il y a beaucoup de choses, on ne parle pas des situations qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'il faut, c'est avoir une décision responsable. Les autres, très bien. Déjà, les parents sont dans l'euphorie, sont dans le stress de la rentrée scolaire. Il faudra préparer la rentrée scolaire. Pour ceux de classe montante, il faudra les inscrire dans des meilleures écoles pour l'avenir de leurs enfants, parce que les parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. Qu'est-ce qui va advenir? La rentrée scolaire sera effective. Vous avez donné quelques pistes de solutions, mais il y a les défis qui s'annoncent sur le plan économique, sur le plan financier. Est-ce que ça va se dérouler? Il n'y aura pas de marches, de grèves, des enseignants par-ci, par-là, des syndicalistes. On a toujours assisté à ça. Bon, c'est pourquoi nous avons dû répondre à votre émission, parce que vous savez, la bonne administration, c'est celle qui procède par l'anticipation. C'est le moment où le gouvernement, et le gouvernement ici, c'est le Premier ministre, avec les ministres et ses services, le moment où ils doivent déjà commencer à préparer cette rentrée. Préparer comment? Voir les hauts et les bas et tout, pour que, comme il a été annoncé que ça sera la date du 5 octobre, que cette date arrive alors que tout est aplani. Ce n'est pas qu'on se laisse comme ça pour attendre la date. Et de l'autre côté, les enseignants, les syndicats, les partenaires et nous tous, parce que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde, c'est le moment de voir qu'est-ce qui doit être fait pour que la date du 5 ne soit pas la date de début de discussion
des débits, des tourments, mais que ça soit la date, il dit, une rentrée effective. Voilà. Oui. Que le gouvernement doit jouer à l'anticipation. Il faut payer les enseignants avant. Il faut assurer les frais de fonctionnement. Tout ce qui va avec. Oui, c'est ainsi parce que vous avez parlé des défis. C'est dans ces défis-là, dans les problématiques, nous avons paiement. Commençons d'abord des nouvelles unités. Parce que nous l'avons dit et nous ne cessons de le dire. Il y a des gens qui ont travaillé. La réussite dépendra des paiements de nouvelles unités. Ce n'est pas le seul élément, ce n'est pas le seul élément pour qu'il y ait la réussite. Donc je cite les paiements des nouvelles unités parce qu'on peut aller mollo. Nous prenons paiement des nouvelles unités et avant qu'on ne ferme, les enseignants aussi avaient réclamé leur histoire de doubler ou bien de tripler les salaires. Mais ce que moi j'appelle améliorer les salaires des enseignants. Et ensuite, je peux aussi faire allusion à la suppression des barrières salariales. Il y a aussi le problème de construction des nouvelles salles de classe et des nouvelles écoles parce qu'il y a la gratuité. Et cette gratuité a fait qu'il y ait un bombe d'élèves. Nous avons vu ça fait trop de problèmes dans un mois qu'on doit régler. Construire les écoles. Il y a trop de problèmes parce que l'éducation, c'est l'avenir de notre nation. Et c'est un terrain glissant. Il ne peut pas y avoir seulement un problème. Il y a trop de problèmes. La liste n'est pas exhaustive, mais ce qu'il faut, c'est la manière dont on va gérer ces problèmes. C'est pourquoi nous disons l'anticipation, c'est la clé. Voire pour les nouvelles unités. Vous avez parlé de la session budgétaire. Est-ce que nous avons les fonds? Les pays ont les moyens pour couvrir ça. Si le pays n'a pas de moyens, il faut convoquer les syndicats, convoquer les enseignants pour dire que voilà, nous, à notre niveau, nous commençons par ici pour terminer par tel endroit. Et une fois que les gens se sont consentis, les gens sont tombés d'accord, c'est dans cette ambiance qu'on peut prétendre attendre une année, l'ouverture d'une année prochaine. Parce que quand vous prenez les cas des nouvelles unités, prenons seulement les mots du gouvernement. Parce que le gouvernement ici, c'est l'organe essentiel. Parce que c'est le gouvernement qui pilote la politique du pays. On avait promis que les nouvelles unités seront payées. Il a été dit. Si le ministre le dit, ce n'est pas parce qu'il se réveille dans sa maison et il le dit. C'est suite à l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement lui dit, voilà ce que nous allons faire. C'est ainsi que le ministre va dire, au cours d'un point ou bien d'un point de presse ou d'un entretien, annoncer aux gens que voilà la position du gouvernement. C'était depuis quand, je crois, c'est septembre passé. Et après un moment donné, on a dit non, il faut commencer. Après septembre, c'est vers le 10e mois, on dit non, il faut commencer par les non payés. Ces gens sont restés. Aujourd'hui, il y a une année, mais nous avons toujours souligné. Ces gens, ils sont nouvelles unités tout simplement parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'État congolais au niveau du budget, mais il y a des gens qui ont travaillé plus de 10 ans, plus de 5 ans. Mais pourquoi ne pas vous êtes député national, vous avez toujours défendu ces dossiers des nouvelles unités. Est-ce qu'il y a traçabilité des listes de nouvelles unités qui doivent réellement bénéficier du salaire? Parce qu'il y a ceux qui travaillent durant des années et qui sont considérés comme nouvelles unités. Nous avons constaté qu'il y a eu même arrestation d'un directeur du Secopé qui se trouve aujourd'hui à Makala. Interpellé pour ça. Il y a les syndicats, la syndicaliste qui s'était même levée pour se présenter devant le chef de l'État pour réclamer des choses. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité
tous les Congolais, et surtout ceux qui ont une portion de responsabilité, de pouvoir contribuer aux traçabilités des listes. Nous avons toujours un problème, c'est les listes et les fictifs. Ok. Vous savez, Crispin, ici, vous parlez de la traçabilité, mais moi je souligne, la première des choses c'est quoi? La confusion que les Congolais de Kinshasa, qui habitent Kinshasa, Lubumbashi et Goma, ainsi que Matadi, se confondent à la République démocratique du Congo. Parce que s'il faut parler de la liste des nouvelles unités, dans leur entendement, ce sont les listes des personnes, du personnel qui n'est pas payé à Kinshasa et Lubumbashi, ainsi de suite. Moi, je vous dis ici, à Kinshasa, vous n'allez trouver personne qui a fait plus de 4 ans, 3 ans sans qu'il ne soit payé. Mais chez moi, à Bokungu, nous avons les écoles qui ont fait 10 ans, 20 ans. Je peux citer les noms, EP Foya, les Institut Momboyo, ainsi de suite. Les gens, les élèves qui ont étudié aujourd'hui, ils sont universitaires. Mais l'État congolais vous dit, le gouvernement vous dit, cette école n'est pas reconnue. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé, ces gens ont trouvé les certificats et les diplômes? Vous voyez, ça c'est, nous avons une très mauvaise politique. Je vais répondre pour les listes. Pour vous dire, je l'ai dit même ici, tout simplement parce qu'on a confié la charge à une autre personne. Alors l'autre là, à qui la charge ne lui a pas été confiée, il pense qu'il peut le faire facilement. Je vous dis, le nombre d'écoles au Congo ici n'est pas encore connu. Parce que j'avais démontré ici, vous les Kinois, vous ne pensez pas que nous avons droit à la vie. S'il y a une mission pour aller identifier les nouvelles écoles, il faut que les gens viennent de Kinshasa. Et comme vous êtes habitués dans vos conditions, il faut que vous soyez dans les chambres climatisées, et sur les jeeps, ainsi de suite. Quand on vous présente une moto, non, je ne prends pas Nakokufa. Et vous restez quelque part, et vous commencez à vous imaginer ici, il y a combien d'écoles, et vous ramenez les rapports ici. Je crois l'avoir dit ici, et j'ai vu même le ministre de la Santé. Vous savez, on a envoyé les gens pour les recensements biométriques. Les personnels de la santé, mais à Bokungu, ils s'étaient limités au chef-lieu et après 3 jours, ils ont plié bagage, alors que nous avons les fonctionnaires qui devaient venir de 350. Donc, vous proposez 400. quoi? Attends un peu, parce que non, là nous donnons les précisions pour que les gens, parce que vous avez parlé de ces copains, on a arrêté les directeurs, tout consort, ça ce sont des malentendus. Ces copains, bon, moi je m'intéresse au système de l'éducation. S'il y a eu l'arrestation, je saurais parce que je connais personnellement le directeur. Lorsque moi je fus ministre provincial, lui était le directeur adjoint. C'est mon vieux, je le connais, il n'est pas encore arrêté. Mais le problème, quoi, il y a beaucoup de suspicions. Les Secopé, je l'avais dit ici, Secopé payait autrefois, jadis. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Secopé s'occupe d'établissement des listes, ainsi de suite. Tout est envoyé dans la direction des payes et c'est à partir du budget et finances que l'argent sort. Là, ça c'est un autre débat, une autre question. Mais le problème d'effectif des enseignants, c'est quoi? Nous avons souscrit à la gratuité de l'enseignement. Signifie quoi? Je l'avais dit ici, c'est les Nations Unies. Ce système-là. Et nous sommes membres des Nations Unies où on dit, je crois que c'est l'article 26 de charte des Nations Unies qui prévoit que tout citoyen doit savoir lire et écrire. C'est pourquoi il porte l'accent sur l'enseignement de base. C'est cet enseignement qui va de première année à deuxième secondaire. Parce que si vous passez cette étape, c'est supposé vous devez savoir lire et écrire. Mais il s'est posé un problème. On a constaté que dans beaucoup de pays, il y a les élèves, les enfants qui abandonnent l'école ou qui sont en dehors de l'école. Et à la réponse de cette question, on a trouvé que les frais que l'État exigeait étaient importants. C'est ainsi que les parents avaient soit du mal à scolariser les enfants ou alors, à un moment donné, ils faisaient que les enfants ne puissent pas continuer. C'est ainsi que les Nations Unies ont demandé à ce que l'État puisse supprimer cette charge-là qui lui revenait, ses bénéfices. Alors,
quand vous souscrivez pour la gratuité, toute école qui n'est pas privée, où l'enfant congolais étudie, cette école revient à qui? Mais ici, dans les services, on vous dira non, parce que le ministre n'a pas pris l'arrêté. Bon, si le ministre ne prend pas l'arrêté, ces enfants qui étudient, s'ils n'étudient pas, est-ce que vous êtes pour ou bien contre la gratuité? Voilà les problèmes que nous avons. Mais pour dire sur le nombre des nouvelles unités, moi je vous dis que le nombre est légion parce qu'il n'y a pas un inventaire qui a été fait en bonne et due forme. Parce que quand vous les Quinois vous allez, l'enseignement est décentralisé. Il faut laisser au ministre de demander au gouverneur, et les gouverneurs à leur tour, ils vont parler avec les ministres provinciaux pour donner la charge aux directeurs des provinces qui à leur tour, ils vont donner aux sous-directeurs, ainsi même au niveau de chaque secteur. Il faut décentraliser les choses. Non, parce que l'enseignement est décentralisé, tout simplement parce que vous, les Quinois, vous dites nous n'avons pas droit à la vie, et comme il y a mission de service, c'est les Quinois qui doivent partir, et nous restons, et vous n'allez même pas au fait de nos territoires. Il n'y a aucune descente d'une mission qui a été, par exemple, si je prends chez moi, dans ces missions-là, même on va vous parler des missions combinées, Banque mondiale, ministère, présidence. Vous êtes des Quinois. Finalement, si vous ne vous arrêtez pas à Bwende, c'est à Bokungu Centre. Et que quand vous arrivez, vous avez une mission de 10 jours. Le temps, parce qu'on n'a pas de route, ça vous prend 3 jours, vous restez avec 7. Vous arrivez 6e jour, et à Bokungu, vous demandez à quelqu'un d'aller jusqu'à Yokelolu. Vous êtes à Djolu, vous demandez à quelqu'un d'aller jusqu'à Ekouliopoli. Vous êtes là, vous demandez à quelqu'un d'aller jusqu'à Ikomalok. C'est combien de temps? Alors, vous abrégez les jours et ainsi de suite, vous bâclez le travail. Et quand vous amenez le travail ici, parce que vous êtes Quinois, on considère, oui, c'est ça les effectifs. Vous savez que nous avons d'énormes problèmes, nous, de l'intérieur. Nous sommes citoyens congolais comme vous et on ne doit pas banaliser les questions. Même si aujourd'hui on va payer, c'est plus les Quinois, les Luchois et les autres qui seront payés, mais le problème va rester pendant chez nous. Hein? Vous vivez cela. C'est pourquoi vous militez pour la suppression des barrières salariales. Les barrières salariales, c'est quoi? La suppression des barrières salariales répond non seulement à notre combat, mais au combat aussi de l'amélioration de la qualité des enseignements. Je l'ai dit une fois ici, nous au niveau secondaire, on était enseignés par les licenciés et les gradués. Comme je l'ai dit ici, comme l'État ne s'occupait plus des enseignants, tout ce monde a fui et qu'ils sont tombés dans les centres-villes, Kinshasa, Lubumbashi, ainsi de suite, pour enseigner dans les écoles privées où il n'y a pas longtemps, dans les écoles catholiques, avant qu'on ne puisse procéder à la suppression de ces frais. Et chez nous, il n'y avait plus d'enseignants jusqu'alors. Mais ce qui riait, parce que je vous ai dit, je suis de la commission, la personne qui a demandé au gouvernement de donner plus de salaire aux enseignants qui habitent la ville, c'est le directeur de cabinet. Bon, je ne sais pas si c'était sur la demande du président, mais ça ne doit pas se faire de cette manière. Ça, c'est de l'injustice. Le directeur de cabinet du président de la République. Parce que moi, je suis de la commission. L'actuel ou Vital Kamerhe? C'est Vital. C'est Vital, c'est lui qui a écrit. Bon, le président agit par l'entremise. Ça peut être vrai, mais le problème, c'est quoi? Vous savez, on doit lutter contre la discrimination. Et quand vous prenez même la Constitution, nous sommes dans l'article 34, 33, 34. Pourquoi il y a la discrimination dans l'enseignement? Ici, vous allez à Boboto, vous allez à Elikia, ainsi de suite, vous trouvez les licenciés. Et mon enfant, qui étudie à Lolaka, qui étudie à Pléiade, doit être continué à enseigner par un des 6. Et c'est ça la justice au Congo. Non. Mais vous voyez aujourd'hui, si nous prenons, si un licencié touche 400 000 ici à Kinshasa, et que vous donnez à celui qui est chez moi à Bokungu 400, à Djol 400, un Quinois peut se dire, je vais à Bokungu, je vais économiser 200 pendant 10 ans, pendant 20 ans, et je vais revenir à Kinshasa. Mais vous ne nous donnez pas cette possibilité. Même nos enfants que nous amenons ici, une fois qu'ils terminent, on lui donne 200 000,
et celui qui est ici, il a 400. Il ne rentre pas. C'est pourquoi on doit inévitablement quitter cette injustice. Si nous voulons bâtir un beau pays. Mais les niveaux de vie n'est pas le même. Le niveau de vie, ce n'est pas ce qui doit justifier cet écart, mon frère Crispin. Parce que l'écart, donc les droits que nous devons avoir, les trains de vie à Kinshasa, les trains de vie à Bukungu, les trains de vie à Ikela, c'est pas la même chose. C'est faux. Vous savez que à Bukungu, moi je peux avoir la facilité, mais je vais vous dire, ça c'est ce que les gens vous font croire. Nous avons cet avantage parce qu'on est villageois, mais nous fréquentons la ville. Mais vous restez ici, vous n'allez pas chez nous. Quels sont ces traits de vie? Une chemise que vous avez ici à 10 $, chez moi c'est à 50 $, et vous dites non, il doit être moins payé parce que les traits de vie sont bas. Non. Et que même pour manger aujourd'hui, moi je vous dis, chez moi à Bukungu, quand je suis là, j'ai une population de plus de 50 ou 70 personnes. Pour manger par jour, je dois dépenser combien? Mais ici, si vous allez dans vos chambres froides ici, avec 50 000 francs congolais, c'est beaucoup de nourriture. Ça, je vous dis, ça, ce sont des préjugés, ce sont des questions qu'on a soulevées tout simplement pour nous laisser dominer par rapport... Donc, il faut uniformiser les salaires sur toute l'étendue de la République. Une autre raison, c'est quoi? Il n'y a pas de transport. Mais c'est faux. Aujourd'hui, chez nous, partout au Congo, vous allez trouver des Wewa. Partout, ça, je l'ai dit. Dans chaque village. Et des enseignants, il y a des enseignants qui vont enseigner, qui vont à des distances de 5, 20, même 30 km. Et que même ceux qui habitent les agglomérations, comment vous pouvez penser qu'un enseignant qui est à Bukungu Centre, et à Bukungu Centre là, il y a un directeur des provinces éducationnelles, il y a les inspecteurs principaux, il y a l'AT, il y a des cadres de l'État. Son enfant va aller par moto. Et l'enseignant, il va à pied parce qu'il est à l'intérieur. Vous ne trouvez pas que c'est impensable? Qui dit qu'il n'y a pas de transport à l'intérieur? On vous dit, là, on ne paye pas les loyers. C'est faux. Vous pouvez penser... Les loyers ne sont pas si chers comme à Kinshasa. Non, ce n'est pas si cher, mais c'est un loyer. Mais tout simplement, lui, il a accepté d'aller prester là pour garder, pour éduquer l'enfant congolais. Ils font le même travail. Celui qui enseigne à Elikia et celui qui enseigne à Lolaka ou à Pléiade, ils font le même travail. Et ces enfants viennent de passer les mêmes examens. Alors pourquoi la discrimination? Vous nous privez et les droits à ce que nos enfants soient bien payés, vous soient bien formés parce que les qualifiés ne vont plus enseigner là-bas, faute de ces salaires-là, et vous dites en même temps, ils n'ont pas même droit d'être bien payés. Non. Il faut qu'il y ait l'équité. Vous savez, je l'ai dit ici, s'il y a l'égalité, donc les gouvernants doivent faire un effort pour donner les goûts des restes aussi au village. Oui, vous avez de la matière pour interpeller les ministres de l'enseignement. Moi, il faudra l'interpeller une question orale avec débat, question d'exposer un peu l'affaire au Parlement. Non, moi, ça prendra d'autres allures. Moi, je vous ai dit ici, les ministres, c'est mon frère. Si j'ai une question, je les rencontre, on se parle. Est-ce que vous l'avez dit? Vous l'avez déjà rencontré pour lui dire tout ça? Je vous explique. Le ministre, il est non seulement mon frère, des mêmes provinces, il est aussi mon camarade des mêmes partis. Je suis un député, je sais comment je peux me comporter. Mais je sais des charges ou des situations qui échappent. Vous parlez d'un système? Non, ce n'est pas d'un système. Quelle est la responsabilité du ministre dans les salaires des enseignants? C'est ça. Tel qu'il est là, Monsieur, son Excellence, ministre d'État, Willy Bakonga. Quelle est la part de responsabilité sur les salaires? Le fait que celui de Bukungu touche 190 et celui qui est à Boboto vous touche 400 000. Moi, je suis de la boîte, je connais que c'est un innocent. Tout simplement dites, si peut-être le ministre est innocent. Il est innocent coupable, même pour les histoires des nouvelles unités, les nouvelles écoles. J'avais dit ici, nous avions 7 millions d'enfants en dehors d'école. Mais qui doit décider?
Écoutez, d'échanger les choses. Nous avions 9 millions, 7 millions d'enfants en dehors d'école. Là, c'est les Nations Unies, à travers l'UNESCO, les enquêtes qui avaient attesté. Et avec Fatih Béton, il y a l'effectivité totale de la gratuité. Maintenant, on ramène plus de 4 millions d'enfants à l'école. Et vous nous dites, dans les 4 millions-là, nous devons considérer les mêmes écoles, les mêmes salles de classe, les mêmes nombres d'enfants, non, le même nombre d'écoles. Non, parce qu'il y a d'abord le nombre d'écoles, le nombre d'élèves exigés par l'école. On sent que vous êtes réellement... Oui. Donc, parce que vous avez parlé des ministres. Toutes ces questions-là, nous avons parlé ici les cas d'amélioration des salaires. Les salaires, parce que nous avons dit, si aujourd'hui le travail du ministre, c'est quoi? Quand je parle de l'anticipation là, lui à son tour, il peut présenter les dossiers au niveau du conseil des ministres et les patrons, c'est les premiers ministres ou les présidents, lui donnent le pouvoir pour piloter toutes ces rencontres et voir comment ils vont aboutir. Mais en ce qui concerne l'argent, et les chiffres là, quand on veut envoyer, le ministre peut dire j'envoie les gens à l'intérieur pour voir des vraies nouvelles unités. Mais au-delà de tout, il y a quand même des hommes de bonne foi qui sont sur terrain, qui construisent quand même des écoles, à l'exemple de votre frère du terroir Guy Luando, qui s'était déplacé pour votre province. Vous avez suivi ça de près? C'est votre terroir, hein? Oui, bon, suivre mon jeune frère qui est le sénateur Guy Luando, je n'ai pas été physiquement avec lui, mais là où il sait que j'ai été avec lui parce que, je l'ai dit ici, le sénateur Guy Luando, c'est notre fierté pour Bokungu. Et comme il dit, je suis avec mon collègue, honorable François Lokoka, avec nos collègues les 4 provinciaux, nous sommes ensemble avec lui. Et nous avons le devoir de les soutenir dans ce qu'il fait, comme ces actions-là. Actions sur terrain. Les actions sociales, ça ne peut pas nous gêner. Et parce que, c'est comme je l'ai dit, c'est notre fierté. Et je crois, je vous avais aussi dit ici qu'on va organiser une émission sur ça, parce que sa présence, il n'est pas seulement sénateur, c'est un businessman. Et sa présence ici, je crois après une semaine, je vais passer pour vous présenter ce que Bokungu particulièrement a bénéficié et va bénéficier parce qu'il a payé. Les frais d'examen d'état des enfants. Vous voyez, les parents sont soulagés. C'est plus de 100 millions de francs congolais. Et il y a les écoles qui seront construites. Nous avons les travaux des champs pour nous les paysans. Vraiment, c'est énorme capital pour nous. Guy Luando, sauf ceux qui ne comprennent pas, à Bokungu, il n'a pas de tiraillement avec lui. Nous l'acceptons parce qu'on n'a pas de choix. Il est natif de Bokungu. On va l'exclure pour le mettre où? Merci. C'est notre frère. Merci beaucoup. Merci. On termine cette émission vespérale Kinshasa Direct avec vous aujourd'hui. On va aborder d'autres questions d'actualité prochainement. Merci beaucoup, l'honorable patriarche Rola Ekofo. Merci. Et je tiens à préciser à l'opinion que les députés, les initiatives sont soit individuelles ou collectives. Honorable Ngoïka Sandi est député national. Il est libre de porter ses initiatives, mais jusqu'alors, ce n'est pas encore l'affaire du PPRD parce que moi je suis PPRD, parce que j'ai entendu coller la situation au PPRD. PPRD voudrait amener les élections du présidentiel au suffrage indirect. Il est libre. Il n'y a pas encore ça n'engage pas le PPRD. Oui, ce n'est pas encore PPRD parce que moi je suis du PPRD comme député national dans toute grande décision. Ça n'engage pas le PPRD ni le FCC. Ni le FCC. Ce sont des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix au Congo, qui veulent coller toutes choses au PPRD FCC. C'était un député. Il est libre de prendre des initiatives et de dire ce qu'il veut.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est par ces paroles que nous terminons. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Kinshasa Direct à partir de la capitale de la République démocratique du Congo. Retrouvez la grande édition du journal sous la présentation de Gloria Mbouya à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi, où séjourne le grand Katanga, Kolezi, Lubumbashi. Les rendez-vous est pris pour 19h. À bientôt.